Chers amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de cette année-là. Cette fois, c'est moi qui l'anime et non pas notre ami Patrick Luzinski. Nous allons parler d'un sujet peut-être qui va paraître à nos plus jeunes téléspectateurs appartenir au monde ancien. L'époque où Élément plaidait pour le localisme, la décroissance, une écologie de combat. C'est-à-dire pour des valeurs et des idées qui ont un peu disparu de la droite française et européenne, où la fascination pour le transhumanisme, pour la technique, pour l'homme connecté, l'emporte peut-être sur la question de l'enracinement et de l'identité dans ce qu'elle peut avoir de charnel. Mais nous allons en parler. Je suis heureux de vous recevoir. Nous avons, comme le mois dernier, sur le plateau, Thomas Hentier, que j'ai le plaisir de recevoir à nouveau. Bonjour Olivier. David Lépée, notre ami camarade suisse. Je tiens toujours à dire que vous êtes suisse, cher David Lépée. Je pense que c'est important de rappeler, voilà, et que montrer qu'un Suisse, c'est un être intelligent, beau et dynamique. Comme vous et moi. Christophe André Maxime, toujours là. Bonjour. Et alors, Christophe, je vous laisse la parole, puisque avant de rentrer dans le vif du sujet, On va contextualiser, vous allez nous en avez rappelé. Alors, le numéro date de mars 2001. Oui. Le numéro que nous allons traiter, que je vais indiquer, on va demander de le montrer à l'antenne, c'est le numéro 100 de la revue Éléments. Début 2001. Le localisme, une réponse à la mondialisation. Et c'était un numéro d'ailleurs assez historique. Nous allons en parler. Je vous laisse la parole pour faire un petit rappel. Le petit rappel, je voulais préciser que sur le plateau, il y a un Suisse et 3 Normands, je crois. Ah oui. Voilà. Aucun Français Ah oui. On est breton quand même. Normand, français et européen, comme dit. Oui, alors effectivement, dans notre émission, je rappelle à tout le monde, à nos lecteurs, à nos téléspectateurs, c'est cette année-là. Alors cette année-là, nous prenons le prétexte, si vous voulez, d'une année pour se focaliser, comme on dit maintenant, sur un numéro d'éléments. C'est un numéro d'éléments de l'année 2001, début 2001. Alors écoutez, je vais vous faire un petit panorama d'ambiance sur l'année 2001, qui est une année charnière pour le coup. 2001, c'est littéralement la première année numérique de notre ère. Et la première année numérique du troisième millénaire. Alors c'est effectivement l'écrasant événement des attentats du 11 septembre. Donc à la fois le Pentagone et Manhattan. Dans la foulée, nous assistons également donc à la seconde guerre d'Afghanistan, 30 ans après la première. Le contexte avant ces attentats, en fait, c'est la réélection à l'apparition du numéro de George Bush senior, qui prend la place, on l'a oublié, de Clinton, parce que Clinton était en poste il y a 25 ans. Oui. Et alors, ce qui est toujours intéressant, c'est que non seulement on se rend compte sous la plume, à travers la plume des auteurs comme Alain de Benoît, qu'il y a une actualité, il y a une résonance permanente, mais que en fait, le contexte du monde n'est pas très différent. Par exemple, en Israël, c'est l'élection d'Ariel Sharon. Et nous avons dans la foulée en 2001 les mêmes attentats du Hamas. Donc l'histoire se répète en permanence. En Amérique du Sud, il y a des crises économiques extraordinaires. L'Argentine avec des dizaines et des dizaines de morts. En Europe, nous avons des choses qui sont un peu équivalentes au contexte actuel, puisqu'il y a l'élection des coalitions de Berlusconi aux législatives en Italie, et que vous avez également les travaillistes de Tony Blair en Angleterre. Voilà. Bon, quelque chose qui vous touchera, Olivier, c'est les débuts, je crois que c'est les débuts de l'incarcération et les transferts de Milosevic à La Haye. Donc ce sont les suites de l'affaire yougoslave. Soyons plus légers, parlons un petit peu de culture. Quelque chose qui va intéresser notre rédacteur en chef François Bousquet. 2001, le prix Nobel de littérature, c'est cet écrivain caraïbéen qui est V.S. Naipaul. Qui aime beaucoup François. Un grand spécialiste qui a beaucoup écrit sur V.S. Naipaul. Voilà, rappelons très brièvement V.S. Naipaul à nos lecteurs. C'est un écrivain de langue anglaise qui a, alors, dans ses romans, il y a plusieurs choses, des guerrieros. Il a été un critique, on peut le dire aussi, du tiers-mondisme. Alors, effectivement, des lendemains. Puisque Naipaul est un caribéen d'origine indienne, et il y a de grands récits autour de l'Inde. Je crois qu'il y a le regard de l'Inde, le masque de l'Afrique, donc c'est des choses à découvrir pour nous. Ces livres sur l'islam aussi sont importants. Oui, absolument, voilà. Mais je crois aussi dans un contexte indien. Voilà. Non, pas seulement, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, que tout le monde se renseigne, voilà. C'est très bien, et donc voilà, ça paraît à Bousquet. Bon, écoutez, pour finir, quelques rappels sur le cinéma, la musique. Au Festival de Cannes, Nanni Moretti est sacré pour La Chambre du Fils. Nous avons Le Seigneur des
Lozano aux États-Unis. En France, nous avons Le goût des autres, qui est très récompensé. Et puis ce très beau film de Xavier Beauvois qu'on aime bien, je crois, ici à Éléments, c'est Selon Mathieu. Voilà, c'est un peu tout. Et puis je crois que c'est la mort en musique de Gilbert Bécaud, de Charles Trenet, et puis quelques artistes internationaux. Voilà. C'était il y a 25 ans. C'était en 2001, il y a 25 ans, pour nous rafraîchir la mémoire. Thomas, Mars 2001, puisque c'est le numéro, la date de parution du numéro, c'est aussi Paris qui bascule à gauche. Oui, c'est vrai. D'un tout petit cheveu. Maintenant, c'est un gros paquet de cheveux. C'est les débuts d'une nouvelle sociologie à Paris. Un peu rare avec Emmanuel Grégoire, qui est quand même un héritier. Un héritier. Oui. Et c'est une majorité avec des écolos des villes. On va peut-être en reparler. C'est déjà l'incarnation d'une gauche bobo. Oui. La figure de Delanoë, qui pour moi est une figure un petit peu factice de la gauche culturelle, puisque moi je trouvais que c'était un maire assez plouc et inintéressant. Mais voilà, effectivement. De Pascal Sevran. Oui, c'est bien être Dalida. Bon, c'est un peu maigre, même si on aime beaucoup Pascal Sevran. Chers amis, nous allons peut-être passer dans vos deux genres. Donc, je disais que ce numéro est historique parce que quand je me suis intéressé à la pensée localiste, à Peter Berg, à des gens qui nous ont donné d'ailleurs des entretiens dans ce numéro, aux sources du biojournalisme, c'est ce qui fait une partie du dossier. C'était un entretien mené d'ailleurs par Michel Marmin et Alain de Benoît. Et tous les articles sur le biorégionalisme et le localisme qu'on trouve notamment sur Cairn Info, je le note, c'est une source importante pour les universitaires, on cite ce numéro d'éléments. Alors je disais qu'aujourd'hui, cela paraît lointain cette idée de localisme, etc. Même si certains de nos amis en parlent toujours, mais il faut dire qu'à droite, on a un retour d'une forme d'occidentalisme moderniste. Et alors j'aimerais quand même citer l'éditorial de Robert Dehaene, d'Alain de Benoît, qui me semble important parce que les éditoriaux de notre ami Alain de Benoît sont toujours des manifestes et indiquent un peu la voie à suivre en quelque sorte. La notion de communauté est directement liée à celle de démocratie locale. En même temps qu'une réalité immédiate, la communauté est un instrument de création de l'imaginaire social. C'est à partir d'elle qu'il est possible aujourd'hui de recréer le collectif. La dimension collective associe ceux qui ont une cause à faire valoir en commun. Appartient à ma communauté celui qui, dans la vie de tous les jours, est confronté aux mêmes problèmes que moi. Il y a une forme de réalisme à la fois politique et anthropologique que je trouve intéressant à l'heure où on nous incite à nous reconnaître dans des communautés que j'aimerais dire qu'elles sont un peu trop vastes pour être honnêtes, d'une certaine manière. J'attends. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand vous dites que ça paraît loin dans la ligne éditoriale d'Éléments, ça ne paraît pas loin du tout, puisque on prend ce numéro un petit peu au hasard parce que la une était là, mais en fait on en parle tout le temps, on en parle régulièrement, et on était à la fois peut-être les premiers sur ce sujet et les derniers, pour autant qu'on ait cette vision un petit peu plus inquiétante que vous avez, ça se discute. Vous dites ce thème-là n'est plus très populaire à droite, mais en fait il ne l'a jamais été. Et après, c'est toujours le vaste débat qu'on n'ouvrira pas sur qu'est-ce que la droite, mais disons pour simplifier, où la droite est le camp dit conservateur, ou alors il est le camp du libre marché. Or, toute écologie est nécessairement conservatrice. Et tout aussi nécessairement, elle est anticapitaliste. Donc, elle est substantielle ou au contraire incompatible avec la droite selon le sens où on l'entend. Et le phénomène que vous observez, qui n'est pas nouveau, mais qui donne un petit peu de la voix, peut-être aussi sous l'influence atlantiste américaine, avec ces nouveaux barons de la tech, ce qu'on appelle maintenant depuis quelques semaines ou quelques mois les néo-réactionnaires, qui sont effectivement, comme vous dites, prométhéens, qui rêvent de conquête spatiale, de développement technologique. On a eu ça il y a une vingtaine d'années en France par la voix de quelqu'un comme Dantec, par exemple, Maurice Dantec, dont je trouvais le discours assez insupportable, où il disait mais qu'importe si des gens meurent de faim, de toute façon ce qu'il faut c'est retourner sur la Lune. Enfin, il y avait à la fois un mépris social et un mépris environnemental sous prétexte que la droite devait être prométhéenne. Grand bien lui fasse. Nous n'en avons jamais fait partie, et je suis très content que nous ayons fait partie de cette famille de pensée, de thèses qui se retrouvent par exemple dans le livre d'Alain de Benoît sur la décroissance. Voilà, soyons les premiers, soyons les derniers. Notons que cette droite néo-prométhéenne, en général, a une esthétique, et ça ne trompe jamais, l'esthétique assez lamentable, assez adolescente. Il suffit de voir, par exemple, les réalisations de l'atelier Misor. Cher Thomas, est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Comment expliquer, d'ailleurs, que l'écologie, qui devrait, comme tu l'as rappelé, David, être conservatrice, donc de la droite profonde, j'aime bien dire la droite profonde, comme il y a une écologie profonde, comment expliquer qu'elle soit passée à gauche ? C'est une question qu'on a déjà posée, mais je la repose à nouveau frais.
Elle est passée à gauche, ou en tout cas la droite, pour simplifier, l'a laissé peut-être tomber, cette écologie de la conservation, et l'a offerte, c'est un bien grand mot, hein, l'a offerte à la gauche, qui en a fait une idéologie, une écologie de la transformation. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc aujourd'hui, la droite s'oppose, et à mon avis, là, à juste titre, pour le coup, à une idéologie qui est devenue une idéologie de la transformation radicale. Et du contrôle social aussi. Du contrôle social, de l'homme nouveau, de l'euthanasie et du suicide assisté. Enfin, on peut aller loin finalement dans ce qu'on appelle l'écologie et dans ce qu'on a pu appeler l'écologie intégrale. Et donc on arrive à cette double méprise ou cette double impasse où la droite, pour faire simple, défend des limites du point de vue sociétal et promeut l'illimité dans le domaine économique, et où inversement, un camp progressiste défend l'illimité en matière sociétale et promeut les limites en matière économique, en matière de développement, en matière de croissance. C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle depuis environ une dizaine d'années l'écologie intégrale. C'était notamment la revue Limite qui avait porté ce terme. Je trouve que le terme est très bien trouvé. Oui. Nous parlions beaucoup du libéralisme intégral en disant c'est à la fois cette espèce de libéralisme sociétal défendu par la gauche progressiste et le capitalisme défendu par la droite. Eh bien, en face, de même que nous sommes dans un antilibéralisme intégral, eh bien nous sommes dans une écologie intégrale, c'est-à-dire qui ne cherche pas seulement à préserver et maintenir les biotopes qui sont absolument nécessaires à la survie de toutes les espèces, à commencer par la nôtre, mais au-delà du domaine du zoologique et du biologique, eh bien il y a beaucoup de choses à conserver. Il y a une écologie culturelle, il y a une écologie, je ne sais pas, même urbanistique, anthropologique. Alors là, c'est peut-être le terme le plus fondamental. Oui. Et je pense que nous avons toujours su défendre cette écologie intégrale sans dissocier ce domaine de la biologie de l'ensemble de la sphère dans laquelle l'humain évolue. Et surtout peut-être qu'à droite, c'est vrai que je remarque que souvent l'écologie à gauche prétend défendre la planète. D'ailleurs, on ne sait pas trop, et je trouve que la planète est quelque chose au fond d'assez abstrait qui permet de donner lieu à tout justement au contrôle social ou à une écologie technique. La planète se porte pas trop mal. Voilà, la planète sera toujours essentielle. On espère qu'elle offre les conditions de vie qui nous permettent d'y rester. C'est tout autre chose. Je crois que c'est René Rizzel qui disait que l'écologisme tel qu'il est pratiqué par les partis écologiques était la manière que la société industrielle avait trouvée pour continuer à détruire la nature. Mais l'enjeu de l'écologie, et ça je pense que c'est au cœur du numéro sur le localisme, c'est de voir aussi que le retour au local nous permet d'échapper à ce que Debord appelait le spectacle, c'est-à-dire à une vie qui s'éloignait dans la représentation. C'est pour ça, me semble-t-il, que ce numéro, je crois qu'il est toujours disponible d'ailleurs, au moins sur le site en PDF, il faut le dire, que ce numéro est important parce que à l'ère où un certain nombre de jeunes passent plus de 10 heures par jour sur les écrans, le retour au local, qu'est-ce que c'est ? C'est le retour au réel, à la réalité, à l'attention qu'on porte aux choses, à son univers local, à sa rue, au paysage, à sa maison. Et je pense que c'est important de le signaler. Et c'est d'ailleurs l'enjeu de cette micro-politique qu'appelait Alain de Benoît. Alors que faire aujourd'hui ? Que pensez-vous de comment essayer de défendre à nouveau frais, à nouveau, cette écologie enracinée ? Je ne veux pas vous faire parler de stratégie politique, puisque nous ne sommes pas une revue de militants, mais quand même la question se pose. Je reviens un petit peu sur mes propos introductifs, de voir que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont fascinés par ce prométhéisme. Comment leur expliquer que, bien non, c'est peut-être une erreur ou c'est une utopie dangereuse ? Je me permets de poser cette question à vous, cher ami. Qu'est-ce que vous en pensez, David ? Ce prisme est peut-être un petit peu biaisé, parce que ce que j'observe également, c'est qu'il y a aussi beaucoup de jeunes, alors pas forcément catalogués à droite, certes, mais qui sont dans une rupture de type presque sécessionniste avec la société dite thermo-industrielle. On dit souvent, on a des survivalistes à droite et des collapsologues à gauche, mais il y a quand même une même sensibilité. Et l'erreur dans laquelle il ne faudrait pas tomber, c'est celle, par exemple, qu'on voit poindre dans une partie de la gauche américaine. Il y a un livre qui sort ces jours de deux Américains
américain des sociodémocrates, des liberals, comme on dit, messieurs Thompson et Klein, qui s'appelle Abondance, et où il s'adresse à leurs lecteurs de gauche en disant, pour résister au trumpisme muskien qui nous ringardise parce que eux ils sont dans le toujours plus, le progrès, et on nous voit comme des archéos, eh bien il faut que la gauche redevienne productiviste, prométhéenne, croissantiste, et je pense que c'est évidemment une fausse bonne idée, mais pour dire que le problème se pose aussi à gauche et qu'on y donne généralement de très mauvaises réponses. Dis-moi Thomas, je me permets de te demander, est-ce que tu as un message d'espérance à livrer à nos téléspectateurs? Le combat d'éléments continue, et nous plus que jamais d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on a parfois l'impression vraiment que l'appel au réenracinement, peut-être que je suis pessimiste, tombe un peu dans l'eau. Oui, décoloniser les imaginaires. Décoloniser les imaginaires, oui, parce que c'est essentiellement le doute qu'on peut avoir sur ces démarches de réenracinement qui vont parfois avec des logiques de décroissance, c'est la capacité de chacun à renoncer à des produits, du confort, de la nécessité d'avoir du réseau, par exemple, comme on dit. Mince, je n'ai pas de réseau. Et à échapper à ce monde des flux et des réseaux. Alors, mais certaines réponses sont déjà contenu dans le numéro d'il y a 25 ans, notamment par ces auteurs italiens qui avaient été interrogés à l'époque, on peut le découvrir. Oui. Il y a aussi une question qui est peut-être à la fois extrêmement concrète et extrêmement abstraite, c'est la question de la morale. On a l'impression dans ce qu'on peut appeler la gauche, qui parle d'écologie, il y a un moralisme parfaitement abstrait qui va nous parler d'une planète géologique inerte, de monades humaines sans identité. Et ce qu'on pourrait peut-être appeler la droite, c'est une morale de plus grande proximité, de plus grande densité, de plus grande vertu. Donc, je pense que on peut revenir des choses très simples. Oui, c'est vrai. Je pense quand même à cette phrase, même si le garçon est sans doute très courageux. C'est Patrick Luzinski qui me l'a soufflé, ou Daniel Conversano, vous savez, qui est un influenceur de droite. Il arrive en Roumanie. Enfin, je peux manger mon McDo tranquille avec des blancs. Oui. Je trouvais que c'était assez... Et pourtant, le garçon est très courageux, encore une fois. Je ne suis pas de ceux qui veulent attaquer les gens ad hominem, parce qu'il a été victime aussi de propos assez ignobles, Daniel Conversano. Mais quand même, cette phrase m'a anéanti, pour tout vous dire. Et évidemment, c'est tentant quand on fait face à un discours anti-viande... anti-barbecue, etc. C'est tentant d'avoir un réflexe d'opposition et de provocation. Oui, bien sûr. Voilà. Donc il faut essayer de s'en défier et d'élever un petit peu le niveau. Mais face à une nouvelle écologie, justement, que j'évoquais, une écologie de la transformation, une écologie punitive et une écologie moralisatrice venant, on le voit, d'un point de vue électoral de populations de métropole qui ont rarement contact avec la nature. C'est tentant d'avoir ce type de réaction. Oui, d'ailleurs l'écologie D'ailleurs en plus on voit que l'écologie à gauche, ça a été développé d'ailleurs dans la dernière année d'Alain Benoît, où il fait une typologie de la droite et de la gauche. Qu'est-ce qui caractérise la droite et qu'est-ce qui caractérise la gauche? Je trouve que c'est parmi les plus belles pages. Dans Mémoire vive. Oui, c'est dans Mémoire vive d'ailleurs. Et je trouvais que c'est intéressant parce que quand on voit l'écologie de gauche, c'est une écologie qui se rêve, qui est douce, maternelle, mais dans le sens du Big Mother d'un auteur. Mais il faut rappeler à nos jeunes, je parle un peu à nos jeunes, qu'il y a une écologie virile, qu'il y a une écologie de la confrontation aussi, et de la conjugaison de la confrontation et de la contemplation de la nature. Je pense, parce que c'est à mon avis un de ses meilleurs livres, au Dictionnaire amoureux de la chasse de Dominique Vénère, où il y a notamment des entrées sur la forêt qui montrent à quel point cette forêt, ça va être un lieu initiatique.
ou à travers la souffrance qu'on peut éprouver quand on traverse pendant plusieurs kilomètres une forêt où on est seul, etc., eh bien on finit par devenir un homme, tout simplement. C'est la confrontation avec la nature, avec le cosmos, et la piété pour le cosmos qui nous permet d'être des hommes. Et le cosmos n'est pas cette chose inerte ou cette chose qui nous ouvre les bras pour nous engloutir, comme dans un certain rêve balnéaire que semblent évoquer souvent les écologistes. Cette vision, on la retrouve chez un auteur que nous aimons bien tous ici, je pense, contemporain, qui est Sylvain Tesson, oui. Qui est un grand amoureux de la nature, pas quelqu'un de spécialement politisé au sens écologiste, mais pour qui cette fusion, ce rapport à la nature est charnel, poétique, méditatif. Il écrivait, pas dans un de ses livres, mais dans un texte paru dans la presse il y a quelques années, « Je plaide pour cela, une écologie qui expliquerait la permanence et la continuité des temps. Une écologie qui serait conservatrice, c'est-à-dire une tentative à la grecque, et non à l'américaine, de s'inspirer des équilibres naturels. Une écologie qui aurait à la fois un goût pour les frontons baroques et pour les salamandres, pour les marécages et pour les musées, pour la mélancolie et pour les encolies. » Écologie intégrale, comme nous disions. Écologie intégrale, retour aussi au local, on en reparle, puisque le local, je l'ai déjà dit, mais les circuits, il y a aujourd'hui, d'ailleurs paradoxalement grâce à Internet, une manière, si on veut refuser par exemple de se soumettre à une marchandisation mondialisée, qui fait qu'aujourd'hui on produit des chaussures en Chine qui sont assemblées en Espagne et qui sont ensuite vendues en Belgique, puis revendues en France. Eh bien, il y a des réseaux, je vois le nombre de petits producteurs locaux qu'on peut trouver assez facilement autour de chez soi. J'encourage par exemple d'adhérer à une AMAP, j'encourage à aller défendre, et Dieu sait si nos agriculteurs, nos paysans, je préfère le terme paysan s'il en reste, il en reste encore quelques-uns, il faut les soutenir. Il se trouve que j'habite dans une région agricole, près de Chartres, il y a la Beauce, donc c'est pas l'agriculture la plus enracinée, c'est souvent, mais il y a quelques fermes, et des amis qui habitent dans l'Ardèche peuvent en témoigner aussi, qui vendent des œufs, des légumes, et souvent en mettant un tout petit peu plus que le prix qu'on met dans un panier au supermarché, on arrive à manger plus naturellement et à rester en bonne santé. C'est aussi une question, à la fois le localisme de santé morale et de santé très concrète, physique. Et il y a une dimension hédoniste dans l'exemple que vous donnez, parce que c'est vrai que autant il y a cette opposition que vous disiez entre une écologie maternante et une écologie plus viriliste, il y a une autre opposition qui traverse d'ailleurs également la gauche, qui est entre une écologie un petit peu moraliste, de la privation, un peu protestante, et une écologie, ce que Paul Ariès appelait, je ne sais plus si c'était la simplicité gourmande ou quelque chose comme ça. Et il est vrai que décroître, aller vers la simplicité, ce n'est pas uniquement à envisager sous l'angle de la privation, mais sous l'angle aussi, non pas de quelque chose de moins, mais de plus de qualité de vie, plus de saveur, plus d'enracinement, plus de terroir. Enfin, on a beaucoup à y gagner, pas seulement par, on va dire, une morale civique de sauver le monde, de sauver la planète, mais aussi pour améliorer notre qualité de vie et offrir à nos enfants un cadre plus riant, plus sensuel, plus agréable. Simplicité gourmande, j'ai senti que ce mot vous touchait beaucoup et vous intéressait, cher Christophe. Absolument. Vous qui êtes enraciné dans votre terroir normand. Oui, moi je suis parisien, mais... vous avez beaucoup de liens avec la Normandie. Oui, bien sûr. Je voulais revenir au contenu du numéro d'il y a 25 ans. Quel numéro? C'est le 101? Le 100, c'est le numéro 100. C'est le numéro 100. Alors, qui ne parle pas que de localisme. Oui, non, c'est un numéro extraordinaire. J'encourage nos lecteurs à aller le consulter, se le procurer et l'acheter, en version numérique, je crois seulement. Lisez-le. En dehors de notre sujet, vous avez un article fleuve prodigieux d'Alain de Benoît sur la collaboration. Et puis, il y a quelque chose qui nous est assez émouvant. Il y a un petit article de notre ami Michel Marmin sur son ami Gérard Blin. Ah, qui est magnifique. C'est un numéro. Et un très beau dossier sur le polar français. Absolument. Avec Jean-Pierre Deloup et avec Jean Parvoulesco. Jean Parvoulesco, exactement. C'est un journal qui ressemble pas tout à fait à notre formule actuelle, qui est un peu différent, mais j'encourage tout le monde à consulter parce qu'il est passionnant. Il est passionnant et d'une richesse et d'une
pluralité, comme on dit, extraordinaire. Retrouvez donc sur le site d'Éléments, il faut dire que nous avons pas un blog, un site internet où nous avons à la fois des vidéos, des conférences retransmises, des émissions de radio que tu animes d'ailleurs sur Radio Courtoisie, cher Tom, que j'ai animé sur Radio Courtoisie. C'est notre ami Xavier Aimant, qui est maintenant le rédacteur en chef, le journal de la Nouvelle Droite. On retrouve beaucoup de documents et notamment ces numéros d'Éléments, de Nouvelle École, enfin toutes les productions de la Nouvelle Droite depuis le début quasiment, je crois qu'on peut trouver, et de Crisis évidemment. Je parle quand même au rédacteur en chef de Crisis, donc je note Crisis. Quel est le dernier numéro? D'ailleurs, j'en profite pour dire le dernier numéro de Crisis. Alors Crisis, le dernier numéro de Crisis est consacré au jeu. Au jeu, d'accord. Il vient de paraître. Il vient de paraître. Et alors, vous pouvez nous en dire quelques mots, très brefs, parmi les collaborateurs. On s'est amusé, si je puis dire, c'est le cas de le dire, à explorer à la fois l'histoire des jeux dans le monde, des exemples dans le monde indo-européen, évidemment de revenir aussi sur le capitalisme, l'histoire du capitalisme. J'ai créé notamment un article sur l'histoire du Monopoly, comme représentation capitaliste du monde, et comme on évoque aussi un très grand entretien avec Gérard Dussuy autour du nouveau grand jeu géopolitique au XXIe siècle. Donc on décline cette notion de jeu, ce qu'on n'avait pas encore fait. Commandé sur notre site ou dans quelques bonnes librairies, je pense. Non, malheureusement, voilà. non. C'est connu un temps où Crisis était présent à la librairie Compagnie. Il faut y remédier, mais voilà, nous allons lutter pour Crisis et combattre pour que nos publications soient diffusées. Je vois qu'il nous reste 30 secondes, chers amis. Je recommande donc la lecture du numéro 100 consacré au localisme et avec des entretiens. C'est un numéro assez historique, notamment pour l'entretien avec Peter Berg. Je vous dis maintenant, dans un mois maintenant ou dans 2 mois, je ne sais plus, vous retrouverez l'émission Le Plus d'éléments, animée par Patrick Luzinski. Chers amis, je vous dis bonne journée, bonjour chez vous, au revoir.